Alright! Bienvenue au podcast saison 3, épisode 3. Aujourd'hui, on parle du cortisol, du stress et de la perte de poids, un sujet qui intéresse beaucoup de personnes puis qu'on se fait énormément de parler. Comment ça va, Sam? Ça va super bien comme d'hab, toi. Comme d'habitude, ça va toujours aussi bien. Fait que, écoute, saison 3 est vraiment lancée. On est rendu déjà quasiment, troisième épisode, ça s'en vient déjà mi-saison rapidement. Fait que aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche beaucoup de personnes parce que je spécifie souvent à les personnes qui viennent me voir en clinique que la perte de poids est une question de métrique. Ça, on s'en est parlé à maintes et maintes reprises, la science l'a démontré, mais il y a des mais de temps en temps et il y a des personnes qui vont se retrouver à l'intérieur de ces mais-là. Puis c'est ce qu'on appelle dans le fond des désordres métaboliques. Et le cortisol peut être des cascades hormonales et métaboliques qui vont créer des problématiques au niveau de la perte de poids. Fait qu'aujourd'hui, on va expliquer c'est quoi le cortisol, quels sont les effets que ça va avoir sur le corps, pourquoi il y a du monde qui pense qu'ils ont trop d'excédent de cortisol dans le corps, puis on va vraiment discuter en fond et comble. On va parler de la science derrière ça aussi, fait que... Avais-tu des points à dire là-dessus avant que je débute le sujet en particulier? Ben, en fait, la seule affaire que je peux dire, puis je sais qu'on en parle dans le podcast, mais juste pour faire un petit topo là-dessus, tu sais, le cortisol, là, ça a l'air, puis là, de la façon aussi que tu l'as introduit, ça a l'air un peu de ça, ce qui est correct, mais c'est une hormone qui est essentielle à la vie. Puis tu sais, souvent, à chaque fois qu'on entend parler du cortisol, c'est comme, hey, il faut tout couper le cortisol, on veut plus de cortisol, on veut bloquer le cortisol, on veut des... Mais, tu sais, puis dans un sens, c'est vrai que ça peut nuire. Le problème, c'est que quand t'en as en excès ou quand c'est un cortisol qui est chronique, qu'on va discuter tantôt, mais le cortisol est nécessaire à la vie. Il y a des moments dans la journée qui devraient être plus élevés, des moments qui sont moins élevés. On va surtout parler de comment ça fonctionne puis comment améliorer justement ou réduire le stress pour faire réduire le cortisol. Mais c'est pas une hormone que tu veux 100% éliminer, c'est essentiel à notre vie. Tu peux pas l'éliminer à 100% en fait. Tu vivrais pas, tu te lèverais pas. Exact. Fait que je commence avec une petite histoire. C'est une histoire d'une de mes clientes qui était venue me voir il y a environ un an et demi. Cette cliente-là, dans le fond, était venue me voir pour une perte de poids, manque d'énergie, etc. Puis on a commencé son processus. Puis le processus allait ultra bien, honnêtement. Elle avait une belle constance, elle suivait toute sa structure, elle s'entraînait, elle bougeait, elle faisait ses pas. Vraiment, était un bel exemple de discipline. Puis, elle perdait en moyenne à peu près un 4 livres par semaine, 4 livres par mois. Ce qui veut dire qu'il y a des mois où on en perdait 3, des mois où on en perdait 5. La moyenne sur 4 mois était d'environ 4 livres par mois. Puis, un moment donné, ce qui était super intéressant, c'est que, tu sais, après 4 mois, je pense que tu as bien compris comment suivre ta structure, elle était super motivée, ça allait bien, mais il y a eu un événement dans sa vie qui s'est passé. Il y a eu une grosse séparation avec son conjoint, que ça faisait longtemps qu'elle était avec, plusieurs dizaines d'années. Ça engendrait énormément de chicanes. Ça a fait en sorte que elle a 2 enfants avec lui, là. Fait que l'ambiance familiale n'est pas le même, puis les enfants n'étaient pas nécessairement au courant à 100%. Fait qu'il y avait beaucoup d'anticipation, de crainte, de peur, de stress et tout qui était autour de ça. Et le point marquant dans tout ça, c'est qu'il y avait un gros projet d'investissement ensemble de quasiment 3/4 million. Puis ils ont eu à mettre ça à terre complètement juste à cause que leur relation était finie. Fait que ce qui était intéressant, c'est qu'elle est revenue me voir le mois d'après. Puis moi, je savais pas, je n'étais pas au courant de ce qui venait de se passer dans le mois, là, mais elle était en plein processus de séparation, vendre la maison, garde partagée. Hey, c'est un choc là, dans une vie. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on embarque sa bioimpédance. Puis tu sais, on parlait de ça en clinique pendant qu'on s'est rencontrés. Ah, écoute, j'ai vécu beaucoup de stress, ça a moins bien été. J'ai eu un peu plus de rage alimentaire, mais en dehors de ça, j'ai vraiment bien suivi ma structure. Puis tu sens-tu que tu as perdu du poids? Non, vraiment pas. Au contraire, je vois la balance monter, je me sens inflammé, je file pas. Là, on embarque sa bioimpédance, plus 1 livre de graisse, puis elle a pris énormément d'eau corporelle, genre 1,5 à 2 livres d'eau intra- et extracellulaire. Fait qu'on le voit que le corps, il y a eu une réaction, il y a eu quelque chose. Là, j'ai essayé de poser des questions. Est-ce que tu as plus mangé? Est-ce que tu es allé au resto? Est-ce que tu as mangé tes émotions? Puis, je t'explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. Stress intense, manque de sommeil, émotions fortes. Elle a eu quelques petits comportements alimentaires, fait quelques petites rages de chips, de ci, de ça. Puis, en soi, c'est l'écosystème qui a été chamboulé. Mais tout revient à un podcast qu'on a parlé, le sommeil, la fatigue, des comportements qui se sont activés. Puis, au final, elle a créé un surplus calorique où, comme on va expliquer tantôt, le corps n'a pas voulu accepter la perte de gras. Fait que la lipolyse ne se faisait pas. Fait que ça, c'est super intéressant parce que elle n'était plus dans une phase de perte de poids, puis l'écosystème dans lequel elle était n'était pas propice à une perte de poids. Elle a été 4 mois à 4 livres par mois en moyenne. Ça allait super bien, puis elle allait le décoller, son 25 livres total, là. Mais il y a eu des chamboulements dans son écosystème, du stress, du cortisol qui est arrivé. Puis tant et aussi longtemps qu'elle ne remédiera pas à ça, qu'elle ne va pas l'éliminer, elle va probablement stagner comportementalement au niveau de la perte de gras. La lipolyse ne va pas vouloir se faire et le corps va créer des systèmes de protection pour l'empêcher de perdre du poids. Fait que ce que j'ai fait tout simplement,
je lui ai dit, on va remonter ton métabolisme à ton métabolisme total, on va désimpacter ton corps du stress le plus possible, va te reposer, va dormir, va régler tes problèmes, viens me revoir quand tu vas être dans un bel écosystème pour ça. 3-4 mois plus tard, elle est revenue, on a recommencé le processus, ça n'a jamais été aussi rapide parce qu'il y avait énormément de, comment je pourrais dire, il y avait encore de l'impact de ces stresseurs-là et tout. Ça joue définitivement, puis t'as un moment ou t'as des moments dans la vie que c'est bien plus optimal de t'embarquer sur une structure avec une restriction calorique que d'autres moments. Puis je sais que tu avais déjà à un moment donné donné, là c'est un exemple d'une cliente que tu parles, mais tu avais déjà parlé à un moment donné d'un, je pense que c'était un de tes chumés du Saguenay ou je sais pas quoi, là, qui voulait faire une compétition. Non, c'était un de tes clients qui voulait faire une compétition de fitness. Même affaire, dans le fond, c'est comme un addon. Ils s'étaient séparés. Là, il avait comme choqué un peu ça parce que ça marchait pas, puis ce qui était bien normal. Moi, je sais que j'ai un couple de clients que j'ai suivi pendant longtemps. Puis les deux, dans le fond, sont propriétaires d'un camping. Puis je t'en avais déjà parlé de ça, me semble. Puis durant l'été, bon, oui, il y a les soirées avec des feux, puis un peu d'alcool, des fois avec des amis sur le bord des feux, mais ça reste que l'été, ils sont extrêmement. Tu sais, ils travaillent beaucoup parce qu'ils sont au camping tout le temps. Puis durant l'hiver, ben, ils sont off, là, ils n'ont rien à faire. Là. C'est juste l'été qu'ils font ça. Ils sont comme, on va dire, semi-retraités un peu. Là. Fait que moi, je me rappelle, je leur avais dit, puis même eux qui m'avaient un peu apporté cette idée-là, puis au début, j'étais comme, ah, pas tant. Mais après ça, j'étais comme, ben oui, c'est super logique. Je dis, regarde, l'été, là, on va maintenir. On s'en fout. C'est pas maintenir ça, monter, tu sais, profitez-en, une petite fois de temps en temps, un feu, l'alcool, telle affaire. Allez-y intelligemment, maintenez-vous. Ayez du plaisir, on monte un petit peu l'apport calorique, moins de stress, ça vous fait du bien. Vous êtes dans des gros changements parce qu'il y a plein d'affaires, parce qu'ils sont propriétaires du camping, il y a 1 million d'affaires à faire tout le temps, ils travaillent du lundi au dimanche non-stop. Puis l'hiver, ils sont off, ils ont plus de temps, sont beaucoup moins stressés. Bon, à ce moment-là, ben là, on va aller créer un déficit qui est peut-être plus, on va dire un petit peu plus agressif dans un sens, puis ça va... Fait que tu sais, il y a des moments dans la vie, puis effectivement, si tu viens de te séparer, exemple de même, grosse chicane, c'est peut-être pas le meilleur moment de créer une grosse restriction calorique, ton cortisol est déjà dans le tapis. J'adore, puis tu as absolument raison. Puis tu sais, je donne un bel exemple ici pour nos auditeurs parce que je l'entends souvent ça. Une femme qui vient de sortir d'un accouchement, ça fait 4 mois que bébé est arrivé au monde, elle dort pas, elle a encore du poids à perdre, elle a peut-être accumulé un 20-25 livres pendant sa grossesse et tout de plus. Puis là, elle veut retrouver sa forme d'avant, mais elle est prête 4 mois plus tard. Mais l'affaire, c'est que tu dois y aller vraiment tranquillement. Puis le corps a tellement vécu de stress qu'il y a une préparation à faire face à ça. Il faut que tu lui laisses récupérer tout ça. Puis le fait que tu ne dormes pas, que tu aies un enfant qui allaite, que tu allaites ton enfant, puis que tu aies full stress dans ta vie, que tu sois chamboulé complètement, c'est pas le timing pour la perte de poids. C'est le timing pour la revitalisation, puis prendre soin de toi, essayer de te reposer le plus possible. Fait que va-t'en pas te péter un 5 séances d'entraînement avec un gros déficit calorique, tu vas péter aux frettes. Fait que j'embarque dans le sujet du cortisol, mais ça fait une belle intro de montrer que oui, la perte de poids est une question de métrique. Moi, je dis tout le temps dans 95% du temps, mais il y a des mais. Il y a un 5% où ça peut être des désordres métaboliques. Et ça, on en parlera un moment donné dans un autre podcast, ça va être intéressant. La gamme complète de tous les désordres métaboliques et ce qui peut se passer pour bloquer justement, créer des comportements, empêcher la lipolyse de se faire et tout le kit. Première étape, c'est de comprendre c'est quoi le cortisol. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, moi, je produis trop de cortisol, il faut diminuer le cortisol. » Ils vont chercher de l'ashwagandha ou bien ils veulent prendre du magnésium, ils veulent essayer de diminuer le cortisol, mais il faut comprendre en premier c'est quoi. Le cortisol, dans le fond, là, c'est simple. C'est une hormone produite par les glandes surrénales, puis le rôle principal de cette hormone-là, c'est d'aider le corps à s'adapter au stress. Ça veut dire que techniquement, le cortisol sert à mobiliser de l'énergie quand le corps en a besoin. Moi, j'aime beaucoup expliquer à mes clients que chaque fois, on parle de mauvais cortisol, là, chaque fois que tu ne donnes pas à ton corps qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il soit fonctionnel, le corps va compenser avec du cortisol parce qu'il doit faire ces fonctions-là. Maintenir la glycémie stable, c'est un rôle du cortisol. Soutenir la vigilance et la concentration, c'est aussi une autre grosse fonction. Et de réguler l'inflammation dans tout le corps, ça joue un énorme rôle face à ça. Fait qu'au niveau du cortisol, souvent les personnes vont se dire il faut que j'essaie de le diminuer, mais il faut réussir à avoir une belle balance face à ça. Puis lorsqu'on vit des moments de stress, il faut apprendre, il faut être capable de travailler avec le niveau de stress que tu vas avoir, puis d'apprendre à le réguler et ne pas trop être impacté par ça. Ce qui est très difficile dans la majorité des cas. Je veux ajouter un point là ça fait un lien, mais pas 100%, mais tu vas comprendre où je m'enligne. Il y a tellement de personnes qui... Tu sais, on a fait, le premier podcast de la saison 3, c'était sur l'énergie. Ouais. Okay, comment optimiser son niveau d'énergie avec les 6 perturbateurs que tu mentionnais. Puis, beaucoup de gens veulent augmenter leur niveau d'énergie, sont stressés à côté. Et là, souvent, puis, mettons ce que je vais entendre, as-tu un pré-workout à me conseiller?
Qu'est-ce que je devrais prendre comme pré-workout pour aller m'entraîner? Je manque de gaz. Qu'est-ce que tu me donnes pour avoir plus de gaz? Big, t'es brûlé raide. Ton cortisol est dans le tapis, t'es stressé à côté, tu dors 4 heures par nuit. C'est pas un pré-workout qui va t'aider. Fait que souvent, c'est à la place de... Tu sais, je pensais à ça parce que j'avais un lien sur les suppléments. Puis là, d'ailleurs, il y en a en arrière de nous autres pendant qu'on parle. Ouais, il y a le magnésium, je l'ai dit ça, qui était là. Mettons le magnésium, puis je sais qu'on fait affaire souvent avec OTP Lab, là, qui est le Yin Reserve. On en a parlé un petit peu ensemble, l'inositol, la théanine. Il y a du GABA qui n'est pas dans le Yin Reserve, mais qui pourrait être super intéressant. Il y a plein de plantes adaptogènes comme de l'ashwagandha, des choses comme ça, qui vont t'aider à réduire le cortisol au lieu de trouver une façon d'augmenter ton niveau d'énergie. Trouve des façons de réduire ce qui impacte ton énergie comme le cortisol. Arrête de te doser d'1 million de produits. Prends au pire, si jamais tu veux prendre des suppléments et tu veux investir là-dedans, des suppléments qui vont t'aider à réduire ça, favoriser un meilleur sommeil. Et si ton sommeil est meilleur et tu es moins stressé, c'est clair que ton niveau d'énergie va monter. Je pense que ce que tu viens si je fais un résumé de ce que tu viens de dire, le principe même, c'est pas d'avoir plus d'énergie puis de surstimuler ton corps. C'est d'apprendre à calmer ton corps et être capable de mieux utiliser ton énergie puis de te reposer, de dormir, c'est principalement ça. Puis tu sais, tantôt, on va parler de la cascade, de qu'est-ce qui se passe quand on produit trop de cortisol. Puis il y en a ils ont une bonne gestion du cortisol naturellement, là, génétiquement, et il y en a d'autres qui vont vivre un seul événement, puis ça va être le verre d'eau qui va déborder. Puis après ça, il y a des grosses cascades physiologiques et hormonales qui vont se passer. Fait que je vais toutes les décortiquer tantôt. La différence... Avant que tu rentres là, justement, je voulais parler du cycle circadien. On a fait un podcast sur le sommeil. Le dernier, dans le fond. Pour ceux qui écoutent en ordre, vous venez de sortir du podcast sur le sommeil. Puis on parlait justement du cycle circadien, tout le kit. Puis le cortisol, dans le fond, je vais lire une phrase que je m'étais mis là. Le niveau de cortisol dans le corps varie tout au long de la journée, atteignant généralement son pic le matin, peu de temps après le réveil. Ce pic matinal aide à stimuler l'énergie et à préparer le corps pour la journée. Le niveau de cortisol diminue progressivement tout au long de la journée, atteignant son point le plus bas en fin de soirée et pendant la nuit. Techniquement, si ton niveau de cortisol est très élevé le matin, c'est normal. Mais tu ne veux pas aller te faire un training à jeun avec 2 cafés et un pré-workout. Si ton niveau de cortisol a de la misère à le réduire, tu vas te scraper. Fait que tu veux avoir un cortisol qui est élevé le matin pour pouvoir te réveiller. Puis c'est le concept même d'un cycle circadien. Mais tu veux aussi qu'il soit faible le soir. Puis si jamais il est trop élevé le soir parce que tu t'entraînes trop tard le soir, il y a des façons d'aider à le réduire. Mais techniquement, c'est normal d'avoir un cortisol élevé le matin puis d'avoir un cortisol qui est très faible le soir. Souvent, on va voir une genre de courbe de cortisol un peu inversée chez bien du monde. Là. Cortisol très faible le matin, pas capable de se lever, tout le temps brûlé. Il arrive le soir, il devrait dormir, cortisol extrêmement élevé parce qu'ils sont stressés puis ils ont des lumières partout puis le cycle circadien tout déréglé. Fait que ça fait en sorte que le cortisol il est tout. Puis là, le cortisol, c'est mauvais. Ouais, dans ta situation parce qu'il n'est pas au bon moment. Géré. Mais techniquement, c'est lui qui régule ou c'est le cycle circadien et lui ensemble qui régule tout ça. Puis c'est normal d'en avoir, il faut juste apprendre à mieux le gérer. Ouais, exact. Fait, c'est un peu ça. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Fait que de un, il faut être capable de différencier c'est quoi le stress, c'est quoi l'anxiété et c'est quoi le cortisol. Parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'automatiquement, s'ils vivent du stress, leur cortisol va monter ou j'ai un très bon niveau de cortisol, je ne vis pas de stress. C'est pas ça nécessairement. Je fais la différence. Le stress, c'est plus une réponse globale du corps et du cerveau à une demande ou une pression dans le moment présent. C'est un signal que quelque chose doit être fait pour résoudre une inquiétude ou un problème. C'est un état émotionnel, le stress. Ça veut dire que tu le sais que tu dois faire quelque chose. Genre, je donne un exemple. Je rencontre un client à midi. À 11h, il n'y a rien encore de sa structure et de son protocole de fête. Je suis à grosse course, j'ai du stress. Fait que ce stress-là, c'est call-in. J'anticipe, je sais que je dois faire quelque chose rapidement. Fait que là, le stress va commencer à arriver. L'anxiété, j'en entends beaucoup parler, ça. Il y a énormément de personnes et de plus en plus de personnes qui sont anxieux. L'anxiété est une expérience mentale et émotionnelle d'anticipation excessive. On anticipe les problèmes sans problème immédiat ou danger imminent. Fait que c'est aussi un état émotionnel. Et ça, il y a une gestion au niveau neurotransmetteur et au niveau de la perception du danger ou de l'état mental qui doit être faite. Mais l'anxiété, si je retranspose ça avec mon client, c'est je le sais que c'est à midi que je dois y présenter. On est la veille avant même que j'aille dormir, puis mon cerveau est en train de virer de toutes les possibilités de hey, et si, admettons, l'imprimante ne fonctionne pas, et si, admettons, mon client, il vient plus tôt, ou et si. Fait que tu anticipes toutes les possibilités, puis à un moment donné, tu viens juste avec une surdose. Les synapses n'arrêtent jamais de fonctionner. C'est ce qu'on appelle, en bon vieux jargon, le hamster qui vire. Dans genre 99% des cas, en plus, ça n'arrive pas souvent. Ouais. L'anxiété, c'est quelque chose que tu anticipes, mais que souvent, ça n'arrive pas. Ouais, mais tu l'anticipes.
sais, genre, exemple, une madame qui veut plus prendre sa voiture parce qu'elle a tellement peur d'avoir un accident ou de peu importe quoi. Ça, c'est de l'anxiété. Puis il y a des causes souvent, genre des programmations ou des graines qui ont été plantées par mauvaise expérience, des choses de même. Puis un moment donné, là, t'as activé certains, on va dire, mécanismes. Et le cortisol est une réponse hormonale au stress, permettant à mobiliser de l'énergie lorsque le corps a besoin immédiat. C'est un outil biologique naturel. Et c'est ce que je spécifie souvent à mes clients. C'est que si, exemple, mon corps a besoin de, on va dire, 1500 calories par jour pour être fonctionnel. C'est mon métabolisme au repos. Okay? J'ai besoin de 1500 calories, puis je décide d'y en donner 500. Mais que je suis quand même capable de faire mes tâches. Je demande à mon corps de faire les tâches. Je vais avancer, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Tu sais, je vais aller travailler, je vais être cognitif, peut-être subir plus de fatigue. Mais cette énergie-là, les 3, 4, 5, 6 premiers jours que tu vas faire cet intense déficit calorique-là, ben ton corps va te l'accepter, il va comprendre. T'sais. Mais rendu après 5-6 jours, là, il va comprendre qu'il est en survie et qu'il ne peut pas libérer de la réserve adipeuse infiniment de même. Il va mourir un jour. C'est trop intense comme déficit. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Le corps, à la place de vouloir aller puiser dans tes propres graisses, va créer un mécanisme de survie et de défense, va empêcher la lipolyse, qui est le déstockage des graisses, et va commencer à aller payer les fonctions avec du cortisol. Et c'est ça qui est super intéressant. Le cortisol est une réponse hormonale au stress permettant à mobiliser de l'énergie lorsque le corps a un besoin immédiat. Tu n'as pas cette énergie-là, tu as besoin d'énergie. Comment tu vas compenser cette énergie-là? Le corps va sécréter le cortisol, l'adrénaline, toutes les fonctions pour faire en sorte que tu sois capable de continuer de faire ce que tu as à faire. Ça, je trouve ça super intéressant. Là, tu vas embarquer dans un exemple juste après là, de pourquoi le cortisol peut impacter la perte de gras. Là. Puis je sais que tu parles souvent l'exemple du grizzly, je pense que c'est ça que tu vas parler après. Je donne souvent l'exemple d'un ours, fait qu'on se ressemble pas mal en termes d'exemple. C'est plus doux un grizzly. Peut-être. Juste avant, dans le fond, je sais que tu vas parler du sympathique, parasympathique. Je pense pas qu'on en ait parlé jusqu'à maintenant. C'est pas le fait d'être smart là, quand on parle de sympathique, c'est le système nerveux, en fait, sympathique et parasympathique. On va dire qu'on le divise en 2 branches, mettons, je peux dire de même. Puis le sympathique, c'est lorsque tu es activé. Genre, je vais prendre l'exemple de ta cliente de tantôt qui vient de se séparer. Ouais. Clairement, du moment qu'elle se sépare, elle est en train de se pogner avec son chum, chicane, blablabla. Elle n'est pas dans un mode parasympathique. Elle est en mode sympathique. Elle est active, puis elle est comme en mode oh shit, qu'est-ce qui se passe? Tu conduis, tu arrives, tu sais, t'es comme c'est ça à la glace, t'es stressé un peu, sympathique. T'arrives, tu penses t'arrives, mettons, le matin pour présenter un protocole, t'es en retard, fuck, qu'est-ce qui s'est passé là? Sympathique. T'es en train de faire de l'exercice, d'ailleurs, c'est vrai, activité physique, sport, peu importe c'est quoi, sympathique. Ton corps est en train de mobiliser des réserves, t'es en mode, oh, il y a du cortisol, puis c'est stressant. Le parasympathique, c'est le contraire. C'est le mode que t'es détendu, genre que t'es relax. Puis pourquoi je voulais faire le lien? Parce que il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui sont dans le sympathique, puis pas assez dans le parasympathique, parce qu'on vit dans un mode de vie stressant. Genre, tu te réveilles, tu sais, on en parlait dans le podcast, le premier d'ailleurs, sur l'énergie. On peut faire le lien sur le sommeil, on peut faire des liens sur tous les podcasts qu'on a fait. Tu te réveilles le matin, tu regardes ton cell, tu as reçu un courriel, un message texte genre de ton chum ou de ta blonde, comme dans la situation, qui il faut se parler à soir. Cortisol est extrêmement élevé, mode sympathique. Tu te réveilles, à la place de te faire un bon déjeuner pour faire réduire un petit peu ça, prendre le temps, tu te pognes un café sur le side avec une toast au Nutella en marchant parce que tu es en retard, parce que tu t'es levé en retard. En plus, tu as dormi comme de la merde. Fait que là, tu es en mode encore plus stressé parce que ton sommeil, si tu dois passer, tu es stressé. Là, tu pars la journée sympathique à côté. T'arrives à la job, finalement, tout le monde est en retard de je sais pas quoi. T'as des clients qui sont... Là, tu capotes. Tu finis de travailler, tu rentres dans ton char, il y a du trafic, tu te fais klaxonner, tu avances, tu klaxonnes tout le monde. T'arrives chez vous, t'es en tabarnak, puis là, t'es en mode sympathique toute la journée. Puis là, t'as 2 minutes avant d'aller te coucher pour essayer de le faire réduire. Ton cortisol est dans le tapis. Tu tombes dans l'espèce de cortisol inversé qu'on parlait tantôt, puis t'es brûlé, puis t'as de la misère à dormir, puis tu repasses ça à chaque jour. Ça, c'est le simple. Là, j'ai exagéré, mais c'est quand même... c'est la réalité bien du monde à Montréal. Ouais, à Montréal avec les cons. Montréal, là, dès l'instant que ton alarme sonne, t'es tout de suite dans le sympathique. Ouais, c'est ça. Mais le parasympathique, c'est ça, c'est le contraire. Ouais. C'est d'expliquer de faut être là-dedans. Puis pour ton. Je sais je pense qu'à la fin, tu parles de comme 10 points pour réduire le cortisol. Ça va faire en sorte que c'est un peu 10 points pour amener dans le parasympathique, là, si j'ai à faire une espèce de synonyme. Ben c'est ça, c'est de trouver des façons de réduire le cortisol, prendre une marche, lire un livre, écouter un podcast, écouter notre podcast. Mais c'est ça, tu veux être le plus possible dans le parasympathique. On est trop dans le sympathique. On va en parler un petit peu tantôt, mais je voulais faire les liens avant que tu parles de ça dans le en fait, c'est un excellent point que tu viens de dire parce que littéralement, si on est dans le parasympathique, le parasympathique, en général, les personnes vont tout le temps vivre énormément de stress et tout le kit.
Contraire. Ouais. Sympathique, c'est lorsque les t'es... gens vont vivre, ouais, c'est vrai. Ouais. Les gens vont vivre extrêmement du stress, puis c'est un gros précurseur, on en parle dans ton prochain podcast, mais un gros précurseur de beaucoup de causes de maladies. Je passe à travers pourquoi le cortisol peut impacter la perte de poids. Je trouve ça super intéressant, et en clinique, en one-on-one, je présente toujours cet exemple-là. Les personnes viennent à comprendre, puis après ça, je vais pouvoir le mettre côté réalité, un peu comme ce que tu viens de faire. L'histoire du cortisol et le grizzly. Mettons que je donne une petite histoire, ok? Puis ça va vraiment faire comprendre comment le cortisol fonctionne. Mettons que tu te promènes dans le bois, dans la forêt. Paisiblement, tu es avec ton chien, Chichi le chien, puis là, tu es en train de marcher bien relax, puis un moment donné, tu es dans le système nerveux parasympathique très dominant. Tu es en repos, tu es peut-être en train de gérer ton petit dîner, tu es dans ta récupération, tu prends une bonne respiration, tu es dans des pensées claires, tu es en train de penser à « Hey, qu'est-ce que je mange à soir? » Tu es tout relax. Puis un moment donné, en plein milieu de ton chemin, qu'est-ce que tu vois? Une maman grizzly avec 2 enfants. Là, la première chose qui va se passer, qu'est-ce qui se passe? 1. Les yeux détectent une forme inhabituelle. Ils vont le voir avant même que le grizzly soit en avant de toi. Sinon, tu n'as pas doute sinon, tu vas te faire bouffer assez rapidement si tu ne le perçois pas vite. L'information passe automatiquement par le thalamus. À ce moment-là, il y a 2 chemins qui se déclenchent dans ta tête en parallèle. 1, c'est la voie rapide, tu passes par l'amygdale, ou 2, c'est la voie lente, le cortex préfrontal qui va faire une analyse consciente. On s'entend. Quand tu es face à un grizzly et que tu es en mode « je réagis », tu n'es pas en train de faire une prise de conscience ou tu n'es pas en train de réfléchir au projet. Tu es en train d'aller vraiment dans la voie rapide qui est amygdale. La voie rapide gagne automatiquement pour réagir avant même de comprendre la situation et le degré de danger. C'est pas à ce moment-là, tu es comme est-ce que c'est mon amygdale ou mon cortex préfrontal présentement? C'est d'expliquer qu'il y a 2 voies dans le cerveau. Ouais. Puis à ce moment-là, vraiment, c'est inconscient, ça se fait tout seul. Ça se fait tout inconscient, là. C'est le cerveau. Ouais. Tu sais, justement, je faisais un lien parce que je m'étais mis une note, là. Quand tu parles de l'amygdale, encore une fois, je fais un lien sur l'autre podcast qu'on a fait sur le sommeil. Tu sais, souvent, quand on dit les amygdales, on pense aux 2, je pense à des glandes, là, au niveau de la gorge ici, qui sont d'ailleurs intéressantes au niveau du système immunitaire. Moi, je ne l'ai plus d'ailleurs, là, mais c'est pour le système immunitaire. Là, ça favorise un meilleur système immunitaire. Mais quand tu parles de l'amygdale, c'est une glande au niveau du cerveau qui n'est vraiment pas la même affaire. Là. Puis je m'étais écrit ici que j'avais parlé dans l'autre podcast. Le manque de sommeil augmente l'activité de l'amygdale et réduit le contrôle du cortex préfrontal, entraînant une mauvaise gestion des émotions et une augmentation de l'anxiété. Qu'est-ce que je veux dire en français? C'est que si tu dors vraiment pas bien, tu dors comme de la scrap, ou tu n'as pas dormi assez, genre tu dors 4 heures puis c'est vraiment pas l'optimal, t'arrives, puis là je prends ton exemple, t'arrives face à face avec un grizzly dans le bois avec ses 2 enfants, ben ton amygdale va être hyper active, ça se peut que tu sois encore plus anxieux, c'est pas de l'anxiété à ce moment-là, c'est du stress, mais tu vas tes réactions physiologiques face au stress ou à ce moment-là vont être amplifiées, par rapport au fait que tu n'as pas bien dormi. À cause que l'amygdale, c'est cette glande-là qui gère justement toutes les émotions. Puis si tu dors pas bien, ben, tu amplifies ou tu augmentes l'activité de cette glande-là. En résumé, le sommeil est au centre de tout, littéralement, comme on en avait parlé dans l'autre podcast. Fait que quand tu croises un grizzly avec 2 enfants, étape 1, les yeux détectent une forme inhabituelle, l'information passe direct dans le cerveau, l'amygdale s'active, les voies rapides. Fait que là, la première chose, c'est que tu veux comprendre très rapidement que tu es dans une situation de danger. Tu fiches sur place, la dilatation des pupilles commence à se faire et là, il commence à y avoir une augmentation de la tension musculaire et le système nerveux sympathique commence à s'activer grandement. Ça libère à ce moment-là de l'adrénaline et de la noradrénaline qui sont des hormones en tant que telles qui vont surstimuler ton système nerveux et ton système musculaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en général, dès que tu vis cet instant-là, dans la minute même, ta fréquence cardiaque va augmenter de 50 à 100%. Fait que ton cœur, dans le parasympathique, il battait à 55, tu étais tout relax, tu pensais à ton souper. Boum, il vient de monter à 100, 125, one shot en l'espace d'1 seconde. La pression artérielle augmente direct, la respiration augmente aussi et tous les systèmes d'alerte de ton corps se mettent en activation. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, le sang sort de la peau et de l'intestin et rentre beaucoup plus facilement à l'intérieur des muscles du cœur et du cerveau. Ça veut dire que le corps va désactiver les fonctions moins utiles pour la survie à ce moment de stress-là et va activer ou rentrer plus de nutriments, de sang et tout le kit à l'intérieur des muscles et de ce que tu as besoin naturellement pour réussir à survivre à ta situation. Intéressant l'affaire du sang. Tu sais, là on parle d'un grizzly, là. Puis j'ai eu un flash pendant que tu parlais, puis je me disais, tu sais, dans le fond, quand on parle de cortisol, là, ton corps ne fait pas la différence entre le grizzly ou genre
mettons, t'arrives puis t'as oublié, pas t'as oublié, mais t'es en retard pour un protocole pour un client. Ça arrive jamais, by the way, pour vrai, c'est jamais arrivé. Mais mettons que c'est le genre d'affaire qu'on a peur, fait pas la différence. Oui, c'est définitivement pire voir un grizzly dans notre tête, là, fait que ça va pas être la même réaction. Le corps va pas la différence. Mais que tu sécrètes du cortisol parce que t'as vu un grizzly ou tu sécrètes du cortisol parce que t'es en retard pour un client, c'est du cortisol no matter what. Fait que c'est dans cette minute-là que, comme j'ai dit, le sang sort de la peau, de l'intestin, rentre dans les muscles, prépare le corps vraiment à être capable de se battre face à ce stresseur-là. Et c'est là que le cortisol rentre en jeu. À ce moment-là précisément, les glandes surrénales, qui sont 2 petits cônes sur le dessus de tes reins, 2 petits cônes, 2 petites glandes en forme de cône, ils vont sécréter du cortisol. Et ça, c'est intéressant. Le corps va mobiliser dans les organes non nécessaires et les fonctions non essentielles à la survie une quantité incroyable d'énergie pouvant aller de 30 à 80% plus dans l'immédiat. Ça veut dire que tu te promènes dans le bois, tu es tout relax et là, boum, tu as un pic de 80% plus d'énergie qui rentre instantané. Et quand je disais énergie, force aussi vient avec. L'adrénaline, le cortisol, ton corps vient vraiment utiliser le plus possible ses ressources pour se défendre, partir à la course ou peu importe quoi. Fait que c'est à ce moment-là que ton corps pense de façon binaire très très simplement. Est-ce que je cours? Est-ce que je me bats? Ou est-ce que je me cache? Il est pas en train de penser à « Hey, un problème mathématique que j'essayais de résoudre avec ma femme un matin, là, il n'est pas pantoute là. » C'est super intéressant, mais ça, c'est la fonction biologique et naturelle de survie que le corps a. Il faut comprendre le cortisol pour réussir à bien l'interpréter et être capable de le mettre en application dans sa vie correctement. Et là, ici, il y a 2 scénarios que j'ai créés. Si tu survis à ce danger-là, exemple, le grizzly s'en va, ton système parasympathique va se réactiver, l'adrénaline va diminuer et la noradrénaline, et le cortisol va faire un retour progressif sur l'heure suivante, et tout simplement, tu vas revenir à l'état de sérénité que tu étais quand tu as commencé ta marche. Tu vas peut-être en jaser un peu avec ta femme en arrivant de dire que tu as manqué de faire bouffer, là, mais... Ça se peut que ce soit plus long que prévu, mais ça va finir par réduire. Mais dans l'heure qui suit, le corps va arrêter la production de cortisol, puis il va commencer à revenir progressivement. Ça, c'est si tu survis. Si le danger persiste et que le grizzly te court après, là, le cortisol est maintenu très élevé, il va y avoir sur le moyen long terme, on parle de quelques minutes à quelques heures, épuisement des réserves énergétiques, effondrement physiologique et nerveux possible. Fait qu'à ce moment-là, tout ce que ça fait, c'est que c'est en train de te taxer ta vitalité, ton énergie, ta cognitivité, et vraiment, c'est en train de te drainer tout ton potentiel énergétique. Tu sais, tu parles d'effondrement physiologique et nerveux. Sûrement que tout le monde qui écoute ça a déjà vécu ça. Pas l'exemple d'un grizzly, mais n'importe quoi qui arrive dans la vie de tous les jours. Genre en char, ok? Tu dérapes, tu glisses l'hiver, t'es là, tabarné, qu'est-ce qui se passe là? Là, t'es en mode, oh shit, là, tu trembles. Puis là, ça dure un certain moment. Puis là, il y a des chars partout. Puis là, t'es comme super stressé. T'arrives chez vous, t'es brûlé. C'est comme, qu'est-ce que j'ai rien fait, j'étais dans mon char. Ouais, c'est parce que tu t'es, mettons, au niveau du système nerveux, ça t'a taxé énormément d'avoir un nouveau. Puis là, c'était pas le meilleur exemple parce que c'est comme rapide, là. Mais on va dire que tu maintiens ça pendant longtemps, t'es brûlé. On a tous déjà vécu ça, on a un énorme stress, on est super dedans. T'arrives chez vous, fermes les portes, tu te calmes, tu t'assieds sur le divan, puis là, la pression tombe, puis t'es vidé. Ben, c'est ça taxe le système nerveux. L'exemple parfait, c'est un peu comme tu viens de dire, tu te promènes en voiture, un moment donné, tu vois juste, tu arrives pour passer sur ta lumière, il y a un char, il frôle ton char en avant de toi à grande vitesse, puis s'il te rentrait dans la portière, t'étais faite, là, t'étais plus là. Puis là, tu t'arrêtes sur le chemin, tu shakes, tu trembles, tu regardes ton pare-brise, puis ça te prend 3-4 minutes à revenir, tu te dis, je viens de manquer mourir, moi, là. Ben, à ce moment-là, oui, tu as une sécrétion de stress intense et de cortisol, la noradrénaline, l'adrénaline se sécrète, et tu es exactement dans la même cascade. Mais tu n'as pas besoin d'être dans l'extrême de même. Le cortisol peut se sécréter pour plusieurs autres fonctions dans ta journée. Fait que le problème moderne et pourquoi le cortisol affecte les personnes et au niveau de la perte de poids, puis ça, à tout le monde qui écoute le podcast, définitivement, l'objectif, ça va être d'être capable de, oui, créer un déficit calorique si votre but, c'est de perdre du poids, mais il faut être capable de réguler l'écosystème autour de vous. Et ça, c'est un travail qui ne se fait pas one shot en l'espace d'une semaine. Là. C'est pas je prends la décision de réguler mon écosystème là puis que c'est fait le lendemain. C'est des changements constants de l'évolution. C'est une reprogrammation complète de votre vie souvent quand vous êtes excédent en termes de cortisol. Aujourd'hui, l'humain, c'est simple. À chaque jour, il vit énormément de stress financier. On le voit, là, on le voit là, juste avec la nourriture qui n'arrête pas d'augmenter, l'inflation, tous les stresseurs géopolitiques. On n'a aucune idée d'où on s'en va dans l'avenir, ou en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont incertaines. L'ascension de l'AI et toute l'équipe, on vit constamment dans une société qui amène du stress. Des restrictions caloriques et métaboliques trop intenses vont être un énorme stress aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vont pas déjeuner,
pas collationner, se prendre 2 Monsters, aller s'entraîner parce qu'ils veulent avoir une shape, manger au restaurant le soir des ailes de poulet avec une poutine, puis après ça, ils s'en vont se coucher avec 4 bières dans le ventre. T'es en énorme restriction métabolique à ce moment-là, puis ton corps, il n'y a rien pour se nourrir. Ça aussi, c'est des gros stresseurs. Un gros manque de sommeil chronique, du surentraînement, de la pression mentale constante, c'est les mêmes cascades biologiques qui vont se passer dans votre corps parce que c'est des stresseurs. Mais ce n'est pas des stresseurs psychologiques comme quand tu croises un grizzly. C'est des stresseurs comme tantôt j'ai expliqué. Il y a des choses qui te manquent dans ta vie et tu vas venir compenser ce manque-là avec une énergie empruntée qui est du cortisol souvent. Fait que c'est la même cascade biologique, mais sans nécessairement le grizzly. Je ne sais pas si c'est clair ou si vous comprenez bien le principe même de quand j'explique le grizzly versus dans la réalité, mais le cortisol est omniprésent partout, mais tu sais, il y a probablement, peut-être que dans la vie, sûrement, il y a du monde qui croise un grizzly, ils se promènent, même situation, là. Puis finalement, ils sont fuck all stressés en face du grizzly, puis ils vont quasiment le flatter, je sais pas. Toi, on appelle ça un psychopathe. Tu vois un moine qui se promène dans le bois, puis il va flatter le tatou. Il n'y avait pas une émission, mais le gars, il est mort d'ailleurs. C'est quoi l'émission du Bear gars? Grylls, c'est ça? Je sais pas, lui, il jouait avec des crocodiles et des lions, C'est avant ça. il s'est fait tuer. Là. C'est ça. C'était quoi l'émission? Écoute, c'était Wildlife ou de quoi de même. Ouais, C'était le le gars, gars c'était qui fucked up. s'était là. donné un objectif de vivre pendant genre 2 ans en liberté naturelle, puis genre, il devait tuer le zèbre, manger du zèbre, dormir dans un zèbre. Il faisait ça, là. Tabarnak. Je dis un zèbre, mais je pense pas que ça se mange tant que ça, du zèbre. Mais je pense pas que c'est lui que j'ai dans la tête. C'était une émission de dude. Il est tout habillé comme un peu en brun, là, avec la petite chemise brune d'un Ah, il y en archéologue a plein typique. qui font ça. Puis mais il était full connu, là, ça passait à la TV, puis dans le fond, lui, il jouait avec des crocodiles, puis il jouait avec des lions, ça dit quoi, toi aussi, hein? Mais je sais plus c'est quoi, mais lui, lui, ça n'était un autre game, là. Ouais, c'était un autre game. Hey, avant que tu passes au prochain point, là, je voulais donner mon point du stress aigu, stress chronique, là. Vas-y. Tu sais, on parle de cortisol, on parle de stress, on parle d'histoire de grizzly, plein d'affaires, mais tu sais, le stress, on va dire décortiquer en 2 points, là, c'est peut-être la meilleure façon que je vais le dire. Le stress aigu puis le stress chronique. Puis c'est important de comprendre la différence parce que le stress aigu, c'est ce que tu vis là. Et en fait, je vais prendre ton exemple encore une fois, je reviens tout le temps sur des termes, ça fait des liens. Tantôt, tu disais, mettons, tu es face au grizzly, blablabla, là, tu te sauves, tu arrives chez vous, tu fermes la porte, t'en parles avec ta blonde un peu, t'as failli te faire tuer. Et là, techniquement, le stress ou le cortisol devrait réduire, l'adrénaline descend, la glycémie se restabilise, puis là, tes battements cardiaques diminuent, tu te mets à avoir moins chaud, ta digestion se réactive. Et là, dans un sens, c'est un bon stress parce que ça t'a sauvé la vie. Ouais. Parce que si t'avais pas eu ça, tu serais mort. Ouais. Fait que ça, on appelle ça un stress aigu. C'est une réaction immédiate de courte durée et surtout essentielle à la vie. Pourquoi je fais la différence entre aigu et chronique, c'est que le stress chronique, je vais le lire, j'ai la définition ici devant moi, c'est une réaction prolongée qui peut entraîner sur le long terme maladie cardiaque, troubles gastro-intestinaux, dépression, anxiété, autres problèmes de santé. Il peut également affaiblir le système immunitaire et avoir des effets négatifs sur la cognition et la mémoire. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu avais un niveau de cortisol tout le temps élevé et ça crée des problématiques et des cascades hormonales de cette façon-là. Fait que le stress est essentiel quand il est aigu et qu'il redescend parce que ça t'a sauvé la vie. Ouais. Le problème aujourd'hui, puis je dis aujourd'hui, mais ça a toujours été la réalité de l'être humain, c'est que c'est pire aujourd'hui honnêtement avec tout ce qui se passe, c'est que c'est chronique, c'est que c'est tout le temps là. Puis, tu sais, on parle, je pense que tu as fait le lien tantôt sur l'activité physique, là, ou je sais pas si tu en as parlé ou c'est moi au début, je parlais de l'exercice. J'avais parlé de ça dans un live, j'avais fait un live à un moment donné sur le cortisol. Puis je m'étais écrit, si je te disais que j'avais une solution simple qui ferait augmenter ta pression artérielle, tes battements cardiaques, ta production de radicaux libres, ton inflammation, etc., serais-tu intéressé? 100% du monde, mais non, c'est de la merde ta cochonnerie. S'ils comprennent bien, non. Ben, en général, les personnes vont dire non, ça m'intéresse pas. Mais c'est exactement ce que l'exercice physique fait. Ça fait augmenter tes battements cardiaques. Mais là, il est comme, OK, mais il faut pas s'entraîner. Ouais, c'est parce que c'est un stress aigu. Tu crées un stress pendant que tu t'entraînes, tu augmentes ton niveau de cortisol. Mais qu'est-ce qui se passe après ton entraînement? En fait, tu t'adaptes avec l'exercice. Fait que ça fait en sorte qu'à chaque fois que tu en refais, c'est moins pire. Fait que c'est un stress qui était là sur le moment, qui était peut-être mauvais pendant l'heure que tu t'es entraîné, mais la récupération va faire en sorte qu'après ça, tu vas mieux t'adapter pour le reste. Fait que tu as sûrement déjà entendu ça, là, genre, j'avais vu ça à un moment donné, je capotais. Là. Entraîne-toi pas trop intense, ça fait augmenter le niveau de cortisol. C'est parce que ton cortisol, c'est aigu. Là. C'est entraîne-toi intense pour développer, puis là, on reviendra pas là-dedans, mais la masse musculaire, le métabolisme, bien des affaires. Puis après, ton niveau de cortisol devrait descendre. Fait que c'est l'exemple d'un cortisol aigu versus chronique. Et si tu es capable de faire la différence puis de comprendre que le cortisol est essentiel à la vie, c'est ça qui est important. Il en faut, c'est sûr. Puis tu serais pas capable de te faire un training si
tu n'avais pas de cortisol. Puis tu sais, tantôt, tu as cité un exemple parfait avec les boissons énergisantes ou bien les pré-workouts. Il y a du monde qui n'ont pas l'énergie d'aller s'entraîner. Ils se claquent une grosse boisson de cortisol pour pouvoir aller s'entraîner, pour produire du cortisol. Fait que, tu sais, mais au final, le problème, c'est si tu n'as pas d'énergie, souvent, tu as des, comme on en avait parlé dans le premier podcast, tu as des draineurs énergétiques non-stop et le cortisol joue un gros rôle là-dedans. Puis tu sais, quand on parle de cortisol, ben, c'est spécial à dire parce qu'il y a comme des grosses catégories, des sous-catégories, puis dans les perturbateurs, on avait parlé de plusieurs petites sous-catégories, mais le cortisol at large, c'est un gros perturbateur parce que le cortisol englobe l'intense déficit calorique, le stress financier, le manque de sommeil, le surentraînement. Chaque fois que tu ne fais pas quelque chose, chaque fois que tu ne donnes pas à ton corps qu'est-ce qu'il a de besoin pour être fonctionnel, il doit le payer quand même parce que le corps est une machine de survie. Il va toujours vouloir survivre. Fait que c'est le principe même. Je peux passer au prochain point? Un point, puis ça, c'est une question que je réponds un peu à mes clients d'une façon un peu plus structurée. Mais le cortisol est le stockage de graisse au niveau abdominal. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que dans le fond, j'ai été faire un mentorat avec Charles Poliquin dans le temps qu'il était vivant, puis il nous avait enseigné la biosignature hormonale, qui est un profil hormonal, et on est capable de voir dans le fond les déséquilibres des chaînes hormonales, puis les cascades hormonales et tout. C'est vraiment intéressant. Si on l'offre à la clinique, by the way, à tous ceux qui écoutent, qui seraient intéressés à voir leur profil hormonal et tout le kit, c'est des choses qu'on peut faire ici en mentorat. Fait que dans le fond, pourquoi est-ce que le corps a tendance à accumuler beaucoup au niveau du ventre et de perdre plus tranquillement au niveau du ventre? Parce qu'on va voir que souvent, puis tu dois le voir aussi, Sam, en clinique, sur la bioimpédance, les gens perdent quand même au niveau du tronc, mais perdent beaucoup au niveau du dos, le flanc, toutes ces choses-là. L'ombilical, des fois, là, c'est souvent lui qui colle jusqu'à la fin. Là. Ils ont perdu 30, 40, 50 livres, puis là, il leur reste encore un 12, 15 livres, mais tu le vois que c'est tout dans l'ombilical. Pourquoi? Et là, c'est super intéressant ici. Le gras abdominal n'est pas un gras comme les autres. Il existe deux types de gras niveau ombilical. Le gras sous-cutané, qui est en surface, c'est celui-là majoritairement que tu vas perdre en premier. Tu vas en perdre partout, mais lui, il va être plus prédisposé à être utilisé rapidement. Et il existe le gras abdominal viscéral autour des organes, qui est un peu plus dangereux. Et lui, le gras viscéral, est un peu plus, on va dire, logé facilement lorsque tu es dans des désordres métaboliques, principalement au niveau insuline et cortisol. Sans embarquer trop dans le complexe, ça joue un rôle au niveau de cette cascade hormonale-là. Le gras abdominal est plus métaboliquement actif, plus sensible aux dérèglements hormonaux et plus réactif au cortisol et au stress. Fait que le vrai duo qui est responsable pour t'empêcher de perdre au niveau de ton ventre, c'est le cortisol et l'insuline, comme j'ai dit. Le cortisol, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'explique la cascade hormonale ici. J'adore expliquer ça parce qu'il y a du monde qui... j'ai des rages de sucre tout le temps. Non, mais je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. À tout le monde qui ont des rages de sucre, écoutez bien ça, OK? Tu commences ta journée. Tu croises un grizzly dans le bois. Ah oui, je parle tout le temps dans la journée de même. Ben en fait, attends, juste parce que ton exemple est bon, c'est comme pas la dans le sens qu'on ne croira jamais un grizzly en se levant, mais comme j'ai dit tantôt, que ça soit un grizzly ou que ce soit ton patron qui te chicane bien du monde, c'est pareil. Exact, c'est ça. C'est ça. Fait que tu commences ta journée et tu croises un grizzly. Figurez-le comme vous voulez, le grizzly, ça peut être un je manque pogner un accident, mon gars a pleuré toute la matinée, puis il veut pas s'habiller, puis il veut pas manger, puis il veut pas se faire les cheveux, puis il veut pas se brosser les dents. Salut Alaric. Puis, au final, tu croises un grizzly. Le premier réflexe que le corps va faire, on va simplifier toutes les hormones qu'on a parlé de tantôt, il libère du glucose dans le sang. Il a besoin d'énergie. Fait que là, wow, un gain de 80% plus d'énergie. Quand ton grizzly est en face de toi ou ton patron est en train de te crier après, puis tu bouillonnes en dedans, tu as envie d'y donner un bon coup sur le museau. Là. Sur le museau. Le grizzly, on va dire. Ouais. Tu as envie de sacrer un bon coup de poing sur le museau, mais tu te retiens parce que c'est ton cadre, c'est c'est le grizzly, tu veux pas te faire bouffer. Ben, à ce moment-là, tu as beaucoup plus d'énergie dans ton corps. Tu bouillonnes. Fait que, qu'est-ce qui se passe quand tu libères énormément d'énergie à cause que tu viens de vivre une situation stressante? L'énergie se dépense plus rapidement. L'insuline qui doit déloger et utiliser cette énergie-là se libère beaucoup plus. Et l'insuline, lorsqu'elle est fortement sécrétée, la gestion de la glycémie, elle a tendance à bloquer la lipolyse. Ça veut dire que ton corps va utiliser tes propres réserves énergétiques, comme le glycogène musculaire et tout le kit, et ce que tu as mangé précédemment, et non pas aller utiliser tes réserves graisseuses lorsque tu vis énormément de stress. Fait que, ce qui est intéressant ici, c'est que les personnes vont dépenser énormément plus d'énergie. Mais si, admettons, tu arrives dans une situation où tu vis full stress intense tout au long de ta journée,
genre là, on enlève le grizzly, genre une personne qui s'en va travailler dans un bureau administratif, il doit faire le trafic 1h30 à Montréal, il roule, il y a un accident, il doit contourner, il arrive 30 minutes en retard, il arrive à son bureau, son patron, il tape sa tête, là, il vit du stress à côté, puis il a dépensé énormément d'énergie, puis il se fait drainer son énergie. Et si cette personne-là n'a pas les besoins, on va dire, caloriques nécessaires dans sa journée pour combler réellement ses besoins, stress compris, il va se dévitaliser, il va finir avec des énormes carences. Et là, qu'est-ce qui se passe le soir? Il va se retrouver dans une situation où il va vouloir tout manger pour essayer de compenser, de récupérer les calories qu'il vient de dépenser en grande quantité. Il y a du monde qui, je donne un exemple, une journée où tu vis aucun stress, tu dors super bien, tout va bien, ont aucune rage. Une personne qui vit un stress le matin, ils vont avoir des rages super le soir. Une personne qui vit aucun stress le matin, aucun stress dans l'après-midi, mais là, le soir, ils se chicanent avec leur conjoint. Souvent, ils ont des rages le lendemain. C'est des réponses que le corps a parce que quand tu vis des stress, tu libères beaucoup plus d'énergie, tu dépenses beaucoup plus, fait que le corps veut compenser. Et tout ça se règle avec, en général, meilleure gestion du stress, éviter de t'impacter avec les situations stressantes que tu vis. Je sais que c'est dur, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et de donner suffisamment de calories à ton corps. Je reviens tout le temps au métabolisme, mais de combler les besoins du métabolisme basal et total, c'est la base de tout. Lorsque vous vivez du stress et que vous êtes en hypocalorie, inévitablement le stress va être accentué. Si vous vivez du stress et que vous êtes à votre métabolisme total et que vous comblez tous les besoins actifs de votre corps, inévitablement le stress va mieux se gérer. Et ça, je le vois à 100% du temps avec mes clients. C'est super intéressant, ça. Tu voulais-tu dire quelque chose là-dessus, Sam, avant que j'embarque? Non, vas-y. J'ai une étude ici de, écoute, je vais essayer de le dire, mais Ethel et Al, Stress-Induced Cortisol Response on Fat Distribution sur les femmes en obésité, dans le fond. J'explique. Cette étude a évalué la relation entre la libération du cortisol lors d'un stress et la répartition de la graisse abdominale chez des femmes en surpoids ayant un IMC comparable. Ça veut dire qu'au niveau du poids, masse grasse, c'était pas mal pareil. Les participantes ont été soumises à un stress psychologique standardisé. Tout le monde vit un stress du même niveau. La réponse du cortisol salivaire, ils l'ont testé là, ont été mesurées puis comparées au ratio taille et hanche, l'indicateur principal pour savoir la graisse abdominale. Les résultats ont démontré que toutes les femmes qui présentaient un plus haut niveau de graisse abdominale produisaient toujours plus de libération de cortisol lors d'événements stressants sans nécessairement avoir un cortisol basal plus élevé. C'est super intéressant ça. Donc, l'étude suggère que la réactivité biologique au stress, plutôt que le stress lui-même ou l'apport calorique, est un facteur clé associé à l'accumulation ou la diminution de la graisse abdominale. Ce qui veut dire que chez les femmes en tant que telles qui présentaient un plus grand niveau de gras viscéral ou de gras abdominal, ces personnes-là, lorsqu'ils vivaient le même stress qu'une personne qui était plus mince, qui avait moins de gras viscéral, moins de gras abdominal, mais plus au niveau des cuisses et du visage et des bras, cette personne-là produit naturellement plus de cortisol ou, de façon réactive, plus de cortisol à des stresseurs. Fait que le cortisol est une hormone qui a tendance à faciliter le stockage des graisses un peu plus au niveau abdominal. Ce que je trouve super intéressant. Une personne qui veut perdre du poids, décoller 40 livres sur 60, il reste un 20 livres à aller décoller. Souvent, tant et aussi longtemps que tu n'optimises pas ton écosystème, que tu ne travailles pas tes points de cortisol, que tu ne déstresses pas ton corps, que tu n'optimises pas ton sommeil et que tu n'enlèves pas toutes les petites fuites énergétiques que tu as, ton corps risque de stagner ou de ralentir énormément la perte de poids et de créer des adaptations plus rapides. Je prends une minute de ton temps pour te parler de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a créé un programme, Samuel et moi, en ligne qu'on a développé à partir de tout ce qu'on partage dans ce podcast-là. La méthode Phoenix, c'est un système qu'on a créé, Samuel et moi, pour t'aider à reprendre le contrôle de ton alimentation sans être dans la restriction. On te montre comment structurer tes repas, comprendre tes propres signaux et arrêter de recommencer à zéro tout le temps. L'objectif, c'est que tu saches quoi faire concrètement dans la vraie vie. C'est une méthode qui est simple, applicable, durable et que tu vas pouvoir adapter avec ta famille. Aussi, pour ceux qui veulent accompagner leur processus avec des suppléments de haute qualité, on travaille avec la compagnie québécoise ATP Lab. Leurs produits sont testés et fabriqués selon des standards très élevés et chaque lot est contrôlé avant d'arriver sur le marché. Tous les liens pour te procurer la méthode Phoenix, la formation sur la perte de poids durable et les suppléments ATP Lab sont dans la description du podcast. Merci beaucoup de ton écoute. On revient à l'épisode. Ce que je trouvais intéressant de ce que tu as dit, puis je vais le relire, là. Cette étude suggère que la réactivité biologique au stress plutôt que le stress lui-même est un facteur clé associé à toutes ces cascades-là. Fait que c'est intéressant de comprendre que c'est pas, tu sais, comme tu disais, tu peux avoir deux personnes, ils ont t'as le même stress en même temps, mais la façon que tu réagis à ce stress-là, de façon biologique, pas nécessairement toi, qu'est-ce que tu veux, mais comme autonome, là,
va jouer beaucoup sur les réactions que ça va faire après. Je trouve ça intéressant. Absolument. Tu sais, on regarde, admettons, moi, c'est un exemple parfait. J'en parlais beaucoup avec mes clients, mais j'ai eu une grosse évolution dans ma vie, je te dirais. J'ai lu plusieurs livres au niveau de tout ce qui est PNL, comportemental, programmation et tout. Puis dans les 2 dernières années, ma façon de percevoir les stress sont absolument différents. Tu sais, genre, je donne un exemple parce que c'est l'exemple qui me passe en tête là, mais tantôt, littéralement. On s'est réveillé un matin à 3h15 du matin. Tu sais, non, c'est drôle parce que le dernier podcast qu'on a tourné, j'étais brûlé raide, puis on venait de se réveiller à 3h du matin. Puis là, l'autre vendredi plus tard, encore brûlé, l'enfant nous a réveillés à 3h, puis je me suis jamais rendormi. Écoute, je me souviens, 4h15. Ça faisait depuis 3h, 3h15 que j'essayais de me rendormir. 4h15, je me souviens, je commence à tomber dans un rêve. Je me souviens du rêve, là. Puis toc, un coup de tête. C'est bon, je me suis réveillé, puis avec de la colère, là. Avec de la colère, là. Fait que 4 heures, on était réveillés, mais 3 heures, j'ai pas redormi vraiment depuis. Fait que là, on s'est élevé. Puis c'est con à dire, mais je suis en manque de sommeil. C'est flagrant. Ma blonde est en manque de sommeil. Là, tout le matin, moi, j'allais calmer l'enfant. Tu le voyais que lui aussi, il est en manque de sommeil. Puis j'essayais de bien réagir à la situation. Puis moi, avant, j'aurais juste passé un mauvais matin, puis j'aurais été plus négatif. Puis ça aurait été plus tough de passer à travers ça. Puis j'aurais été fatigué, j'aurais voulu me claquer un café. Pas pris de caféine à matin, pas mon café ni rien. L'enfant pleurait, à la place de chialer ou de dire arrête ou peu importe quoi, je le prends dans mes bras, je le colle. Je m'impacte plus de ce stress-là. Puis je voyais ma blonde, puis il y a encore un petit travail à faire là-dessus. Elle le fait énormément, elle travaille fort. Mais tu voyais qu'elle était plus dans la colère face à ce moment-là. Après ça, je suis parti dans ma journée. Je suis fatigué. À la place d'arriver ici devant le podcast puis de me dire Colin, m'a passé un mauvais jour, il va falloir que je me concentre 10 fois plus, blablabla. Non, pas du tout. Au contraire, ça va bien aller. Puis, je vais juste passer un bon podcast. On va enjoy. Ça, c'est un autre niveau de mentalité que j'ai développé depuis la dernière année et demie, 2 années. C'est un travail que j'ai fait sur moi. Mais ça fait en sorte que je vis du stress. Mais je ne m'impacte plus de la même façon. Tu te souviens hier, je pense que tu vivais un moment de stress. Puis je te disais, désimpacte-toi. Fais des priorités. Puis, gars, si lui, on le publiera 3 jours plus tard, c'est pas grave. Mais d'apprendre à se désimpacter comme ça. T'arrives, il y a quelqu'un qui te coupe à la place de péter une coche après puis de vouloir y coller dans le cul puis tout. Tu fais juste te ramener sur le droit chemin puis de revenir au moment présent puis de te calmer. Ça fait vraiment des grosses différences, mais c'est la réactivité biologique au stress, principalement. C'est un peu comme ça que je le vois. Cortisol et comportement alimentaire. Autre sujet que je trouve super intéressant. Pourquoi j'ai des rages alimentaires de sucre le soir? Tantôt, je l'ai un peu cité, mais j'explique les concepts qui se passent au niveau du cerveau de l'humain quand ça arrive. Lorsqu'une personne vit du stress aigu ou chronique, ce que tu as cité tantôt, un stress aigu, ça va moins avoir une grosse réactivité. Un stress chronique, fait que je suis tout le temps stressé financièrement, puis ta vie tourne autour de l'argent, puis de courir après l'argent, tu es dans un stress chronique. Première étape, le cerveau désactive progressivement le côté rationnel. Tu tombes vraiment plus irrationnel. Le cerveau primitif prend la place. Le mode survie, sécurité et impulsion. Et ça, je trouve ça intéressant parce que j'avais déjà lu une fois dans un livre qui est, je pense que c'était Journal d'un millionnaire ou monsieur plus quoi. Puis il disait dans le fond que tant et aussi longtemps que tu cours financièrement après de l'argent, tu ne seras jamais capable de trouver des solutions pour faire plus d'argent. Parce qu'il disait que tu penses rationnel à essayer d'économiser, à essayer de survivre, à essayer à être dans une sécurité versus j'ose prendre des risques parce que tu es dans une sécurité et tout. Fait que le cerveau primitif prend la place, puis c'est un peu ça qu'on voit que beaucoup de personnes dans la société, pas juste au niveau des finances, mais dans beaucoup de sphères, sont emprisonnés. Fait que le cerveau primitif prend la place. Ensuite, le corps libère plus d'énergie et de sucre dans le sang pour adapter la demande du cerveau et du corps, comme tantôt j'avais parlé. Et en fin de journée, la fatigue mentale s'est accumulée, la fatigue commence à arriver vraiment, et là, tu perds de l'autocontrôle. Fait qu'au final, tu as de la difficulté à être capable de juste faire des décisions qui sont rationnelles. Tu es dans l'irrationnel, puis tu fais juste « Ah, j'ai envie de manger une pizza, je mange une pizza. » Ah, écoute, tu es chez vous, tu as vécu du stress toute la journée, tu t'es brûlé tout ton système, et là, tu arrives le soir « Ah, ça me tente même pas de cuisiner, il est 5 heures, puis oh, ça me tente pas. » Fait que tu te cales la pizza. Ça, c'est du irrationnel total, puis si tu n'avais pas vécu de stress, tu n'aurais pas eu besoin de ta pizza. Ouais. C'est comportemental. Fait que les gens tombent dans le fuck it mode à ce moment-là. Lorsqu'une personne vit du stress chronique, le cortisol devient chronique. Le stress élevé et très chronique active le cortisol. Le cortisol augmente le besoin de réconfort. Et ça, c'est important parce que lorsque tu croises un grizzly et que généralement, le grizzly est là, ton corps en tant que tel veut essayer de survivre. Il veut essayer il veut chercher de l'aide régulièrement.
Le cerveau cherche une récompense rapide. Les aliments riches en sucre, en gras et en sel stimulent fortement la dopamine. Fait que le corps, lorsqu'il vit beaucoup de cortisol constant, le corps, généralement, va t'envoyer des signaux comme quoi qu'il veut avoir des comportements à monter la dopamine, donc des aliments riches en sucre, en gras et en sel. Je pense que dans l'industrie, ils sont assez bons pour faire ça. Cette dopamine n'est pas du plaisir durable, mais un soulagement très, très, très temporaire parce que tu vas avoir une petite sécrétion de dopamine et là, après ça, tu retombes dans des cascades hormonales et de neurotransmetteurs et c'est là que ça arrive. Et ça, c'est un point que j'ai marqué et que j'adore. Plus l'alimentation dans laquelle tu es est rigide, plus le stress augmente. Plus le déficit calorique est intense, plus le stress augmente. Plus tu te mets de la pression personnelle à essayer de toujours faire plus, à vouloir perdre plus de poids, à vouloir faire plus d'argent, plus le stress augmente. Plus tu négliges ton sommeil, plus ton stress augmente. Et plus tu manges des aliments ultra transformés, plus ton stress augmente. Fait que le but pour diminuer le cortisol, c'est de travailler vraiment l'ensemble de tout l'écosystème dans lequel que tu es et de faire en sorte que tu sois plus heureux, que tu sois bien hydraté, que tu comptes tes besoins métaboliques, que tu fais de l'activité pour te faire du bien, comme tu as dit, stress aigu, mais pas en surdose, en surentraînement ou quoi que ce soit, ou de créer une sous-récupération. De faire en sorte que tes écosystèmes soient bien régulés, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas arrêter de vivre dans du cortisol. Je donnais un exemple avec une de mes clientes, parce que c'est vraiment un dérèglement écosystémique, on va dire. Une cliente qui vient me voir, elle veut perdre du poids. OK, première étape, tu as 80 livres en surpoids. C'est un gros stress sur le corps, ça. C'est du gros stress physique. Deuxièmement, tu prends beaucoup d'alcool. C'est un gros stress physiologique, ça. Troisièmement, tu manges 500 calories par jour, tu en as besoin de 1500. Tu es vraiment dans un gros stress métabolique. Quatrièmement, la bioimpédance détermine que tu as une déshydratation. C'est intéressant. On va dire un gros stresseur hydrique. Après ça, tu n'as pas vraiment beaucoup de finances, tu es très stressé financièrement. Un autre gros stress. Ensuite de ça, tu as coché que tu n'étais pas heureuse et accomplie, tu n'aimes pas ton travail, puis tu aurais aimé avoir des enfants, tu n'en as pas. Écoute, c'est quand même des gros stresseurs, ça aussi. Là. Après ça, OK, ça n'arrêtait pas. Je devais en lire une quarantaine de stress. Cette personne-là, est-ce que réellement, elle a besoin d'un déficit calorique? Oui. Elle a besoin de régler beaucoup de choses dans sa vie pour être plus heureuse, pour que le cortisol descende puis que le corps commence à réagir à la perte de poids. Honnêtement, je pense que j'aurais pu juste la faire mieux dormir. Elle aurait moins eu de comportement alimentaire. Faire en sorte qu'elle est plus heureuse dans sa vie, peu importe comment on le fait, sans même créer de déficit calorique. Puis je pense qu'elle aurait juste arrêté le surplus calorique par des comportements et tout. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre avec le cortisol. Tu l'as-tu rajouté un point là-dessus? Non, c'est bon. En fait, je voulais dire ce que je savais pas que tu allais dire la fin que tu as dit. Ouais. Je m'en allais ajouter le fait que genre t'aurais pu ne pas mettre de déficit calorique puis juste gérer son mode de vie. Puis par l'entremise, ses comportements auraient changé, ce qui aurait probablement par l'entremise créé peut-être déficit calorique. Puis... Ou en tout cas, elle aurait arrêté de manger ses pizzas à chaque fin de semaine. C'est ça. Exact. Fait que c'est un tout. Puis c'est ça qu'on fait, nous autres, chez Phoenix. On régule ça. Littéralement, on travaille vraiment tout l'écosystème au grand complet. On travaille l'alimentation, les comportements, les programmations limitantes. On peut même aller dans des aspects de PNL pour essayer de déprogrammer des choses qui, ça fait longtemps qu'ils vous rongent. Comme, exemple, sucre est égal à récompense. Ben, on travaille justement ces cascades hormonales-là avec vous autres. Puis on vous fait comprendre et on vous amène dans le niveau de conscience. Fait que c'est un gros travail, mais le mentorat, c'est exactement ça. By the way, on ne l'a pas dit encore, mais à tous ceux qui écoutent, laissez-nous s'il vous plaît, parce qu'on vous donne du beau contenu. Laissez-nous un 5 étoiles. Partagez le podcast. Si vous voyez des clips, likez, partagez. C'est toujours énormément apprécié. Fait que c'est la façon dont comment nous autres, on reçoit notre paye face à toute la gratuité qu'on vous offre. Mais on fait beaucoup de recherches. On est ici, on a monté une salle de podcast. Fait qu'on est là vraiment présent avec vous autres, puis on est là pour répondre à vos questions aussi sur les réseaux. Quand vous avez des questions, venez nous les poser. Mais faites-nous un beau 5 étoiles, s'il vous plaît, gang. C'est vraiment apprécié. On retourne au podcast. Les 10 choses à faire pour diminuer son niveau de cortisol. Et on termine avec ça. Je vais y aller un par un, mais je pense que j'ai déjà pas mal cité une bonne partie. Numéro 1, évitez les carences alimentaires. Et c'est simple. Si vous ne savez pas si vous êtes carencé en vitamine A, vitamine B, sélénium, magnésium, zinc. Mais si on fait juste prendre le magnésium, c'est 330 fonctions au niveau du système nerveux. C'est lui qui régule vos cycles de sommeil. C'est lui qui va créer l'adaptation lorsque vous vivez des gros stresseurs dans votre corps. Le zinc, c'est 88 fonctions et c'est lui qui régule principalement la spermogénèse, la spermorégulation chez l'homme et la sécrétion de la testostérone libre. Fait que ça joue un rôle majeur. Mais si vous êtes carencé en zinc depuis très longtemps, inévitablement, votre corps, s'il n'a pas ces nutriments et ces vitamines-là, va devoir aller l'épuiser quelque part d'autre dans son organisme. Fait que vous allez tomber en dévitalisation et ça peut engendrer du cortisol. 2,
Évitez le déficit métabolique et les déficits caloriques trop forts. Ça, c'est très, très, très important. Je pense que c'est probablement une des plus grandes sources. On en a parlé dans les précédents podcasts. Le déficit calorique, c'est lorsque vous mangez entre le métabolisme basal et total. Fait que si vous avez un métabolisme basal de 1400 et total de 2000, ben si vous mangez 1600, vous avez un déficit calorique de 400. Le déficit métabolique, c'est lorsque vous mangez moins que les besoins minimums du corps. Là, on n'est plus dans un déficit calorique normal. Le corps ne fonctionnera pas de la bonne façon. Il va activer le cortisol parce qu'il se perçoit en mode survie. Fait qu'éviter le déficit métabolique et de trop faire drastiquement un déficit calorique intense. Je donne un dernier exemple là-dessus. Mon métabolisme basal est de 1800. Mon métabolisme total est de 3000-3100. Lorsque je mange 1800, ça me crée un 1200-1300 calories de déficit. C'est trop intense pour moi. J'ai des troubles du comportement, j'ai des rages. Je le sens que mon niveau de stress n'est pas bien géré. Mon sommeil est perturbé. C'est trop intense. Fait qu'on y va doucement et on y va par rapport à notre rythme. Et regardez comment que votre corps et vos comportements fonctionnent. Puis écoutez votre corps. Je m'en allais dire direct ce que tu as dit à la fin. Tu sais, le déficit métabolique que tu parlais, c'est par rapport à ton métabolisme basal. Puis l'affaire, c'est que beaucoup de gens sont tellement proches de leur métabolisme total parce qu'ils ne bougent pas que si tu veux vraiment créer un déficit qui a de l'allure, tu tombes en bas de leur déficit, tu tombes en déficit métabolique en bas de leur basal, donc tu peux pas faire ça. Fait que soit tu montes l'apport calorique pour qu'ils puissent juste fonctionner mieux, et ou tu leur dis de bouger plus. Parce que je vais prendre ton exemple, puis tu viens de le donner. Tu dis, mettons, ou je vais prendre mon exemple. Mon métabolisme total est de 3000, on fait un chiffron, 3500 calories. C'est quand même gros. Puis mon métabolisme basal est de 1900. Ben, la différence entre les deux est de 1600 calories. Fait que si je drop à 1900 calories, mon métabolisme basal, je suis pas en déficit métabolique. Je suis correct. C'est ça la limite. Mais je suis en déficit de 1600 calories par jour. Fait que c'est un déficit qui est là, est très très élevé, puis bien trop drastique à maintenir sur le long terme. Puis je suis sûr que si on avait Arnold dans la pièce, il dirait « Put that cookie down ». Put that cookie down. C'est ça qu'il dirait ça. Justement, ok, je continue sur ce point-là avec tu passes à la troisième façon de réduire le niveau de cortisol. La restriction calorique, ça c'est dans une formation, et je pense que j'ai mot pour mot ce que Christian Thibodeau avait dit dans une formation qu'on a faite avec lui. La restriction calorique trop intense augmente le cortisol et est plus susceptible d'entraîner une élévation chronique du cortisol, évidemment. Une élévation chronique du cortisol augmente à la fois la production et la sensibilité au glutamate. Le glutamate, c'est la première fois qu'on en parle dans le podcast là, est un amplificateur émotionnel. Lorsqu'il est élevé, les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont un impact plus fort. L'élévation du cortisol conduit également à une augmentation de l'adrénaline. Trop d'adrénaline vous rendra plus impulsif et agressif et rendra plus difficile l'endormissement le soir. Fait que c'est comme une espèce de cascade hormonale. Fait que si tu es en restriction calorique trop intense, tu viens tout un peu chambouler ce que tu parlais tantôt dans le podcast. Puis je pense qu'on avait parlé ensemble, je sais que tu fais ça des fois avec des clients, des personnes qui ont de la misère à dormir le soir. On a souvent entendu le mythe de genre manger des glucides le soir fait prendre du poids parce que genre tu stockes là. Ben en fait c'est ça, c'est pas un mythe là, donc tu le fais, fait que c'est correct, mais c'est de faire en sorte que si quelqu'un est super stressé puis qu'il a un niveau de cortisol qui est très élevé le soir, pour un peu switcher cette courbe de cortisol là qu'on parlait le matin pour qu'elle soit faible le soir, ben le fait de mettre un gros repas un gros, on s'entend, là, pas 2 burgers frites, là, mais mettons une patate douce ou du riz, quelque chose comme ça le soir peut aider à réduire le cortisol, l'adrénaline, favorisant un sommeil qui est plus profond. Il y a des suppléments, il y a le fait de ne pas manger trop tard, il y a plein d'affaires qui on s'entend, mais ça peut être intéressant d'augmenter les glucides le soir pour ça. Exemple parfait. Dernière cliente à qui j'ai fait une structure, c'est vraiment l'exemple pile poil parfait. Cette personne-là, là, elle démontre énormément de stress. Son bilan de condition, là, le système nerveux, le sommeil est pété jusqu'au bout. Là. C'est incroyable. Puis elle m'en parle. Puis écoute, ça a toujours été ça. Elle se questionne. Elle a rencontré plein de spécialistes. Elle est allée consulter. Écoute, elle est allée jusqu'à dans de l'hypnose. Elle est allée dans des énergéticiennes. Puis elle est allée voir plein de personnes. Puis au final, le système nerveux est à côté. Depuis un accident, une commotion cérébrale, un enfant, il y a 1001 facteurs qui amenaient ça. Fait que cette personne-là est extrêmement dans le cortisol tout le temps, chronique, et elle n'est pas capable de s'en sortir. Puis ça amène des comportements et ça amène aussi énormément plus d'anxiété, d'impulsivité, de tout le kit, l'agressivité et tout, beaucoup plus de colère. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la structure, la première chose que je me suis dit, c'est cette personne-là elle mange bien, elle mange suffisamment de protéines et tout. La chose qu'on va faire, on va aller augmenter ses glucides quand même pas pire. On va aller loader ses réserves de glycogène. On va redonner à son métabolisme, le métabolisme total, le nombre de calories qu'il faut.
on va stabiliser son organisme et on va vraiment laisser le corps remplir ses réserves et de faire en sorte qu'elle retrouve la vitalité pendant environ 6 à 8 semaines. Et là, quand j'ai dit ça, mais là, je ne vais pas manger des glucides, je vais prendre du poids, là. Non, métaboliquement, tu ne vas pas en prendre, caloriquement, tu ne vas pas en prendre. Mais ça va vraiment aller sédater ce cortisol-là avec justement la cascade hormonale antagoniste que ça va faire. Fait que c'est super intéressant comme processus. Il y a d'autres spécifications, mais ça va être la première fois depuis, je pense, 3 ou 4 ans qu'elle va manger du 250 à 300 grammes de glucides, quand d'habitude, elle tourne aux alentours d'un 80 à 120 grammes de glucides. Puis au final, elle veut perdre du poids, elle pense qu'il faut qu'elle coupe les glucides, qu'elle coupe les calories, qu'elle aille s'entraîner plus, qu'elle dépense plus pour perdre du poids, mais elle est tellement à côté dans le système nerveux que peu importe ce qu'elle fait, le système nerveux est en surcharge. Elle dort pas, elle est stressée, elle est anxieuse, fait que ça amène toutes sortes de comportements, toutes sortes de... Fait que, au final, on va désactiver un peu plus ce surplus de cortisol-là, on va la sortir du cortisol chronique, et ensuite, là, on activera le déficit calorique quand que ce sera bien fait. Fait qu'on va aller travailler des désordres métaboliques au lieu d'aller travailler directement et spécifiquement la perte de poids. C'est ça qui est tough des fois, c'est que le monde vient de nous voir, puis « Hey, je veux perdre du poids ». Fait qu'eux autres, ils ont vu Instagram, puis ils se sont dit « Je veux perdre 50 livres en 3 mois ». OK, on va préparer le corps à ça. On va commencer à programmer tes habitudes. Combien de litres d'eau tu bois? Hein? Tu prends 3 coques diète par jour, pas d'eau. On va commencer par là. Fait que, tu sais, tranquillement, on va bâtir un écosystème autour. Ah, OK, tu vis 40 sources de stress. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre le contrôle sur 20 de ces 40-là? Ah, voici des pistes de solutions. Mets ça en application dans ta vie. Fait que tranquillement, tu vois que ça commence à la désimpacter. Et là, la personne, plus de comportement, meilleur sommeil, meilleure énergie, plus de perturbateurs énergétiques. Puis là, la vie commence à se mettre en marche. Et là, quand la personne est prête, elle peut se coller un déficit calorique. C'est des étapes, mais comme c'est ça, des étapes. Numéro 3, je l'adore celui-là et moi, ça, c'est un de mes musts. Diminuer ou éliminer les aliments ultra transformés. Guys, vous n'avez pas idée ce qu'ils osent mettre dans nos aliments. Sérieusement, si vous saviez ce qu'il y a à l'intérieur des aliments, faites juste regarder les valeurs nutritives, faites juste regarder la liste d'aliments et souvent, là, c'est con à dire, là, mais on est rendu avec des pains wrap qui contiennent 12-13 produits chimiques. On est rendu avec des affaires qui n'ont pas de bon sens. La dose de nitrite à l'intérieur d'un jambon, là, tu manges 3 ou 4 tranches de jambon puis tu viens d'atteindre un seuil qui est hautement, potentiellement cancérigène selon les études. Mais il y a du monde qui mange des gros sandwichs au jambon non-stop, plus des pepperonis, plus des... Si vous saviez ce qu'ils osent mettre dans l'alimentation pour faire en sorte que ça se conserve 6 mois, 1 an, 2 ans, que ce soit rose, que ça goûte bon, qu'il n'y ait pas de bactéries, que ça périme plus, c'est incroyable. Ça, c'est des gros stresseurs sur le corps. C'est d'autres types de stresseurs. C'est des stresseurs un peu plus biochimiques dans l'organisme, mais ça engendre toutes sortes de cascades problématiques dans l'organisme. Mais ça, c'est facile. Arrêtez d'acheter des aliments ultra transformés. Commencez à manger ce qui pousse, ce qui nage, ce qui vole et ce qui court, tout simplement. Diminuez votre pourcentage de graisse et votre graisse viscérale numéro 4. C'est un bon point, ça. Faites un déficit calorique intelligent, bougez, marchez plus. Faites ce que vous avez à faire pour diminuer votre taux de gras. C'est simple. Si vous êtes à 40% de gras, vous êtes dans des stresseurs et des perturbateurs énergétiques et métaboliques. Diminuez ça tout simplement. Apprenez à vous désimpacter sur le coût de vos stresseurs. Et c'est ce que j'ai spécifié tantôt et je pense que c'est ça le plus gros que j'ai fait. C'est, tu sais, tu te souviens, Sam, il y a 2 ans, quand on a tourné la première saison, j'étais à 215 livres. Puis je mangeais bien. Je mangeais bien, comme tout le monde disait. Mais j'avais des comportements alimentaires. Puis ça m'arrivait des fois, 1 fois par 3 semaines, de me manger un sac de chips au complet. Ou ça m'arrivait d'arrêter au IW avec ma blonde un jeudi parce qu'on n'avait pas de bouffe. Là, j'ai même plus besoin de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est les comportements alimentaires autour de moi, même en dormant des fois des 4 heures avec un enfant et tout, les comportements alimentaires ont complètement changé. Parce que j'ai plus de perturbateurs énergétiques, j'ai perdu du poids, j'ai créé un déficit, fait que j'ai pu entraîner un 30-35 livres de roche, mais surtout, je me désimpacte beaucoup des stresseurs autour de moi. Fait qu'à 210-215 livres, que ce soit des perturbateurs métaboliques ou des perturbateurs de l'écosystème ou des perturbateurs psychologiques, si j'en avais 40 et que maintenant j'en ai 12, puis que j'ai maintiens à 12 tout le temps, puis dès que j'en ai un, je le règle, ça a changé mon existence, puis ça a fait en sorte que j'ai plus de comportement alimentaire. Ouais. Pratiquer, numéro 6, pratiquer une activité physique régulière et marcher minimum 8000 pas. Ça augmente votre sensibilité à l'insuline et si tu augmentes ta sensibilité à l'insuline, tu diminues directement ton cortisol. Fait que très important ça et je dirais à tout le monde qui écoute notre podcast, une des premières recommandations qu'on va faire en clinique avec les gens, c'est de recommander en tant que tel un 8000 pas par jour. Parce que 8000 pas, c'est le double de la moyenne canadienne. Il
Vous n'avez pas besoin d'aller au gym 6 fois par semaine si vous n'aimez pas ça. Juste marcher 8000 pas, quand vous êtes considéré comme sédentaire actuel, va changer drastiquement votre flexibilité métabolique, puis va changer votre composition corporelle. Vous allez avoir plus de marge de manœuvre avant de commencer à prendre du poids en mangeant au resto ou avec des amis et tout. Fait que marchez 8000 pas, achetez-vous une montre intelligente, mettez-vous un objectif de 8000 pas minimum, commencez par atteindre ça à chaque semaine, à chaque mois, puis tranquillement, pas vite, augmentez. Juste ça, vous êtes considéré comme étant actif, ça fait toute la différence. Numéro 7, détoxifiez votre organisme. Prenez assez d'eau, des saunas, prenez des antioxydants dans votre alimentation et coupez surtout tous les additifs alimentaires, les produits chimiques, toutes les choses de même. Essayez d'éliminer ce que vous savez que vous devriez éliminer. Simple. Numéro 8, très important, bien dormir. Le bien dormir, je pense que j'aurais pu le mettre numéro 1 ultime, là, si c'était en ordre. Bien dormir, c'est la chose qui va faire en sorte que vous allez avoir un niveau de cortisol qui va mieux se réguler. C'est là où vous traitez, comme on avait parlé la dernière fois, toutes les informations de votre cerveau, vous nettoyez votre cerveau et tout. Définitivement, si vous dormez très mal, le niveau de cortisol peut être plus haut si vous n'avez pas le contrôle sur les autres sphères dans votre vie. Fait que c'est lui qui va impacter le plus vos rages alimentaires, votre composition corporelle, votre récupération, votre motivation, votre discipline. Le sommeil est la chose la plus importante selon moi dans tout ça. Numéro 9, soyez heureux. Honnêtement, là, vas-y. Juste avant que tu passes au 9, là, je fais un lien. Tant qu'à, je m'étais mis deux petits bonus que je savais que tu n'avais pas parlé ou que tu n'avais pas mis dans tes notes. Puis, je vais le dire tout de suite parce que ça fait un lien sur le sommeil, c'est éviter la caféine en excès. On en parle dans le podcast, me semble, sur le sommeil de la caféine, mais tu sais, dans le fond, c'est ça, tu veux bien dormir, mais si tu prends de la caféine en excès, souvent, ça va faire en sorte que ton sommeil est impacté, donc par l'entremise, tu vas dormir comme vraiment pas bien. Ouais. Puis si tu prends beaucoup de caféine, même si tu dors bien parce que tu le prends le matin, ça peut faire augmenter le niveau de stress, ça fait des palpitations cardiaques, puis tu pars pas si bien ta journée. Fait que faites attention, tu sais, un café, mettons, le matin, c'est bien. C'était déjà super, on va dire pas apte, mais comment je peux dire ça? Dans le sens que tu as un niveau de cortisol qui est souvent élevé, je n'ai pas le terme que je voulais dire, ben fais attention à prendre trop de café. Puis si jamais tu aimes le goût de la caféine, on parle souvent de décaf avec nos clients, peut-être de te prendre du décaféiné qui reste quand même peut-être un 30% souvent dedans, by the way, de caféine, mais c'est moins pire pareil qu'avoir le 100%. Je me souviens dans un live un moment donné, j'avais déjà cité une étude, je pense que ça allait dans cette direction-là, mais de 0 à 150 mg de caféine par jour, il n'y a que des bienfaits. Tout type d'âge. Ben, on s'entend. En plus, c'est un gros antioxydant. C'est un gros antioxydant. Ça active la circulation sanguine. Ça active le cœur. C'est vraiment super bon pour vraiment activer le système. Puis, honnêtement, la caféine, c'est une très belle molécule. Ouais. Au-dessus de 150 mg, il n'y a que des méfaits. Tout groupe d'âge. Là, la seule affaire, c'est que ça doit dépendre du poids que tu as. Ben, surtout, parce que quelqu'un, mettons Hugo Gérard, là, 150 mg, ça se peut qu'il ne sente pas. C'est versus ça. C'est ça. Fait que ça devrait dépendre, mais je comprends le concept. Ouais, tu comprends. Fait que, les études démontraient ça. Fait que j'avais trouvé ça super intéressant. Et le dernier point, le 10e que j'ai, je pense que t'en as deux autres. T'as pas dit le 9? Soyez heureux, ouais, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, ok. Ben, je l'ai dit, soyez heureux. Tu sais, honnêtement, soyez heureux, c'est. Ouais, c'est large, mais. Ben, c'est large. Mais tu sais, mettons, je donne un exemple parce qu'il y a au moins 7 personnes, je sais pas toi, là, dedans de pas aimer ton travail, ça va? Ben, pas aimer le travail, puis qui coche la case. Est-ce que vous vous considérez comme étant heureux et accompli? C'est non. Il y en a beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense, même je pense plus que la moyenne, qui disent non que oui. Puis au final, c'est tellement important parce que tu te réveilles le matin, puis tu sais, moi je donne un exemple. Ma réalité, admettons, genre, je vous embarque dans ma vie. Je me réveille le matin, tu sais, je suis un jeune entrepreneur, j'ai une belle entreprise, je suis super content, on est en train de faire un podcast, je travaille dans ma passion. Je me réveille le matin, j'ai mon gars, même si j'ai mal dormi, j'ai un beau petit pet en bonne santé, j'ai ma conjointe que je trouve super belle, qui est ma meilleure amie, on a une maison, je peux aller m'entraîner chaque jour, je suis en forme, j'ai une bonne famille, j'ai tout pour moi. Puis au final, il y a du monde qui sont exactement dans la même situation que moi, puis qui se considèrent malheureux. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe chez moi versus chez ces personnes-là? C'est que ça fait en sorte qu'eux autres, ils vont beaucoup, on va dire, se morfondre plus sur leur situation. Tu sais, leur conjointe, ma conjointe me tape ses nerfs des fois, puis mon gars, ça me tape ses nerfs quand il dort pas, puis des fois, l'entraînement, ça me tente pas, puis ça vient avec. Mais au final, c'est un état d'être être heureux, puis d'accepter ce que tu as, puis d'être reconnaissant de tout ce que tu as. Puis ça fait toute la différence entre tu passes des mauvaises journées ou tu passes des bonnes journées, ou tu vis du stress dans ton quotidien ou tu vis pas du stress. Si tu es plus reconnaissant envers ta conjointe, tu vas moins chicaner. Si tu es plus reconnaissant envers ton enfant, tu vas moins crier. Si tu es plus reconnaissant de ta santé, tu vas... Fait que c'est important ça, cette phrase-là est très large, mais je trouve ça essentiel de dire soyez heureux, soyez reconnaissant de ce que vous avez, ça fait toute la différence. Et dernier point,
consultez un expert comme nous parce que ça fait toute la différence. Honnêtement, on en a beaucoup de personnes qui ont essayé 1001 processus. C'est compliqué, le corps humain. Tu sais, on peut simplifier ça en disant, vous voulez perdre du poids, soyez en déficit calorique, prenez le calculateur métabolique, métabolisme basal et total, suivez ça. Mais c'est plus complexe que ça. Puis, comme on avait parlé dans les derniers podcasts, quand les gens viennent nous voir, c'est pas juste pour perdre du poids. C'est pour avoir plus d'énergie, c'est pour embarquer dans le préventif, de comprendre comment ça fonctionne l'alimentation, d'être autonome, d'être capable de faire, d'être capable d'être fonctionnel pour le reste de leur vie, de préparer leur retraite et de faire en sorte justement, parce que nous on le fait dans notre travail, de désimpacter ces stresseurs-là. Nous on les voit, les personnes ne sont même pas conscientes de ça. Fait que nous, quand on évalue une personne, on a le profil complet de toutes les sources de stresseurs, de tout ce qui doit être, on va dire, mis en application. Et là, la personne, hop, on le sait précisément, nous autres, c'est quoi ça va faire comme résultat, tout ça. Mais eux, s'en attendent pas, ils ne savent pas. Fait que, sincèrement, faites un beau changement. Allez, tu sais, si ça vous intéresse, si ça vous parle ce qu'on dit, on a le lien directement dans la description du podcast. Vous pouvez aller prendre un appel découverte avec nous autres. C'est environ 20 à 30 minutes. Il n'y a pas d'engagement. C'est vraiment juste pour discuter, parler de vous autres, apprendre à se connaître. Puis si nos services vous intéressent, vous embarquerez. Mais ça fait toute la différence de structurer un mode de vie qui est complet, qui est adapté à vous autres, puis qui va être durable, puis qui va vous permettre d'avoir une belle vie, puis tout le kit. Fait que... Et je vais dire un dernier bonus, je me l'étais pris en note. En fait, je le dis, puis tu sais, coordonnées mal chaussées, j'ai de la misère à faire ça, là. Mais du yoga, très populaire. En fait, très populaire aussi aujourd'hui, là, 2026. Il y a beaucoup de centres de yoga, c'est très populaire sur les Instagram, réseaux sociaux et tout. Ouais. La méditation peut jouer aussi là-dedans. J'ai un de mes bons amis qui médite tout le temps, puis en fait, il est vraiment bon, là, parce que moi, méditer, ça dure 30 secondes, puis je suis plus capable. Mais c'est extrêmement bénéfique. Puis le dernier, ça, c'est un des points que moi, je suis capable de faire, puis ça me fait du bien. J'avais lu un livre d'ailleurs là-dessus, là, qui est la respiration. Ouais. Puis il appelle ça la cohérence cardiaque. Il y a plein de termes, il y a plein de façons, là, mais de trouver une façon de respirer. Je pense que c'est toi qui m'avais parlé de 4-4-4, ouais. C'est quelque chose. Ouais, en fait, 4-4-4-4. Fait que tu inspires en 4 secondes, tu maintiens 4 secondes, tu expires en 4 secondes, tu maintiens 4 secondes. Il y a plein d'affaires, là, il y en a plein, mais trouver une façon de stabiliser la respiration fait en sorte que automatiquement les battements cardiaques se stabilisent, puis le niveau de cortisol. Hey, ça, c'est débile pour vrai. J'avais lu un livre sur ça, la cohérence cardiaque, là, puis à quel point en moins de 5 minutes, même pas sur 2 minutes, là, tu fais une cohérence cardiaque, de genre respirer avec un beat là, très 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 doucement, puis tu maintiens ça. 2 minutes plus tard, tes battements cardiaques puis le niveau de cortisol sont descendus. C'est normal. C'est débile, là. C'est normal. Puis tu sais, moi j'ai commencé depuis peut-être 3 mois, 4 mois, à faire une méditation à peu près par semaine de 30-32 minutes. Puis j'ai eu besoin de le faire assister. Mais tranquillement, pas vite, ça va venir que je vais être capable de faire moi-même. Mais sur Spotify, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais j'en ai une, c'est vraiment la pleine conscience et le moment présent. Puis tu sais, tu le vois, un moment donné, tu pars dans ta méditation, tu suis ta respiration, justement, la respiration au carré 3-3-3 ou 4-4-4. Puis un moment donné, tu pars complètement en transe. Tout ce que tu penses, c'est ta respiration. Puis tu sens ton cœur se calmer, puis le système nerveux, toute la machine, tout le corps vient vraiment à se calmer et t'effroire dans ton lit ou dans ton banc. Tous les muscles sont au repos. Le parasympathique. Carrément. Tu tombes carrément dedans. Fait que ça fait vraiment une grosse différence. Puis honnêtement, moi, je m'en rends compte, je suis énormément plus serein. En fait, depuis littéralement que j'ai commencé ça, j'ai jamais, je pense, eu ou presque de saut d'humeur. Fait que, tu sais, ça fait toute la différence. Fait que, le tour, je pense. Ça fait, je pense, le tour de l'épisode. Fait qu'écoute, je pense qu'on close ça là-dessus. Ouais. Super. Hey, merci, gang, énormément d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. On se rejoint dans les prochains épisodes. Likez, partagez, mettez 5 étoiles, s'il vous plaît. C'est notre paye, c'est super intéressant, important. Et la chose la plus importante, c'est si vous nous voyez sur les réseaux sociaux, envoyez-nous un message. On veut rentrer en contact avec notre communauté et apprendre à vous connaître. Fait que venez communiquer avec nous autres sans aucun problème. Posez-nous vos questions, on est là pour vous répondre. Merci, gang. Merci, gang. On se voit dans le prochain podcast. On va parler des zones bleues. À bientôt. Ce qu'on partage, Samuel et moi, dans ce podcast-là, est à des fins éducatives seulement. Nous ne sommes pas médecins, pas diététistes, pas psychologues et nos propos ne constituent pas des recommandations médicales ou des diagnostics ou des traitements personnalisés. Chaque personne est différente. Si tu as une condition médicale, des symptômes particuliers ou si tu prends de la médication, on t'invite à consulter ton professionnel de la santé et à ne jamais modifier ta médication sans l'avis médical. Merci d'écouter le podcast et de prendre soin de ta santé de façon responsable.